Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Boursofocus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées, et Delphine Arnaud, gérante allocataire, tous les deux chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve pour faire le bilan du premier trimestre de la gestion pilotée de votre contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Bon, il semble déjà un petit peu loin ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant l'environnement macroéconomique? Delphine, on avait parlé de désinflation. On pensait que ça y est, le pic était passé de part et d'autre de l'Atlantique. Est-ce que ça s'est confirmé déjà? Oui, les bonnes nouvelles que l'on attendait sur le plan de la désinflation se sont confirmées au premier trimestre. Pas en ligne droite, on a eu quelques craintes en février. Ça a un petit peu rebondi. Ça a un petit peu rebondi, mais globalement, on a eu de la désinflation sur tous les pans de l'économie qui nous intéressaient. L'énergie, ça avait déjà commencé fin 2022, le pétrole en juin, le gaz après les craintes de cet automne. Ça a bien aidé. On a eu également sur les chaînes d'approvisionnement et les coûts de production pour les entreprises de la désinflation. Et ça a aidé également pour les publications et les marges de nos entreprises. Oui. Donc, qui sont sortis meilleurs qu'attendus d'ailleurs. Oui, c'était très positif. Donc cette désinflation a eu lieu et elle était positive. On a eu beaucoup de craintes sur l'immobilier. Il faut que l'inflation immobilière ralentisse. Et là, il semblerait qu'on ait vu le pic sur les derniers chiffres, les publications d'inflation, les deux dernières publications d'inflation. Tout ça est très positif. Ça ne s'est pas fait en ligne droite. Je le disais, en février, on a eu quelques publications qui ont fait craindre un rebond de l'inflation. La première, ça a été déjà des surprises positives sur les publications d'inflation. La deuxième, ça a été l'emploi qui s'est montré plus vigoureux. Donc on reste très attentif au marché de l'emploi et il faut que ça ralentisse. Et aux États-Unis, aux États-Unis, exactement. Et également, on a eu des enquêtes d'activité qui ont été un peu plus fortes qu'attendues. Il faut que l'activité décélère pour permettre la poursuite de cette désinflation. Et il a suffi en fait de ces trois publications un peu plus fortes qu'attendues pour que du coup les craintes de voir les taux des banques centrales s'envoler, s'envoler. Aux États-Unis, on a eu peur que les taux on doive aller à 6%. Ça c'était en février et ça a été même annoncé par Jérôme Powell devant le Congrès, qu'il faudrait sûrement aller beaucoup plus fort. Ces craintes, dès que l'inflation repart un petit peu, font peser des risques sur les marchés actions et les marchés d'actifs risqués en général. Et pas que, sur l'activité réelle également, c'est-à-dire qu'on a eu des fuites de dépôts des épargnants et des pressions sur les banques régionales. Ça, c'était consécutif à des hausses de taux sur les marchés monétaires et obligataires en février. Ouais. Alors justement, il faut en parler de cette crise des banques régionales aux États-Unis, crise aussi au cœur de l'Europe, avec Crédit Suisse. Je le disais, le premier trimestre est déjà loin, mais il y a encore des secousses, je veux dire, sur les banques régionales. Il y a PacWest qui est très très secoué en bourse actuellement. Est-ce que cette crise financière, et on parle aussi de l'immobilier américain qui serait fragile avec peut-être des signes de craquement aussi, c'est quelque chose qui est potentiellement inquiétant pour vous, Delphine? Alors, c'est une conséquence de taux plus élevés et qui vont rester durablement plus élevés selon nous. Ça met à mal des pans d'activité qui ont été biberonnés au taux très faible, au taux zéro, voire au taux négatif en Europe. Et vous avez cité les deux secteurs qui sont les plus à risque, les banques parce qu'elles font des transformations de liquidités et l'immobilier parce qu'elle se nourrit d'un levier, d'un financement par emprunt. Alors sur l'immobilier, pour l'instant, il n'y a pas de drame, c'est très attendu, très anticipé par le marché, mais on n'a pas vu encore de fragilité très concrète ou en tout cas qui se propagerait. On a vu des épiphénomènes. Et alors, au niveau des banques, par contre, effectivement, on a vu des fuites de dépôts.
Au début, c'était une crainte des épargnants quant à la solidité de leur établissement financier. Ces craintes ont été tout de suite rassurées par des mesures qui ont été mises en œuvre par les banques centrales, notamment aux États-Unis avec un relèvement de l'assurance des dépôts. Dès qu'une banque faisait faillite, SVB ou la First Republic Bank, les dépôts ont été assurés et c'est une bonne nouvelle. Et puis également, les banques qui seraient en difficulté, qui auraient besoin de liquidité, eh bien, les institutions monétaires sont là pour garantir la stabilité, la solidité du système financier. Néanmoins, le plus les taux vont monter, le plus les épargnants vont aller chercher des rémunérations plus attractives. Et donc, en fait, d'une problématique de perte de confiance sur ces systèmes, sur les systèmes bancaires, on est passé à quelque chose d'un peu plus structurel, un arbitrage des épargnants qui génère un petit peu des sorties, des réallocations de dépôts dans certaines banques et qui peuvent les fragiliser. Ouais. On le voit, ça peut aller très très vite, notamment maintenant, hein, le bank run version 2.0. Quand je vous écoute, Delphine, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut continuer à être un petit peu vigilant quand même. Oui, on pense que ce qui est très rassurant, c'est que commençons par ça. Ce qui est très rassurant, c'est que les banques centrales sont à la manœuvre et très très réactives. Plus réactives qu'en 2008. À chaque fois, il y a une courbe d'apprentissage, elles réagissent de plus en plus vite. Elles réagissent de plus en plus vite. Le deuxième point qui est rassurant, c'est, en tout cas pour nos épargnants à nous, c'est que le système bancaire européen s'est montré beaucoup plus résilient, beaucoup plus solide, mais également beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus réglementé, beaucoup mieux capitalisé que ce qui se passe dans les banques régionales aux États-Unis. Donc on se sent quand même beaucoup plus à l'abri de ce phénomène-là. Après, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus structurel, une réallocation de l'épargne. Les clients vont chercher des rendements un peu plus attractifs. Bon, chercher des rendements un petit peu plus attractifs. On a le décor qui est planté, Olivier, sur ce premier trimestre. On n'a pas parlé des marchés, mais les marchés, pendant cette période, finalement, ils ont plutôt bien... Il y a eu un petit peu de nervosité avec la crise des banques, mais ils ont plutôt bien encaissé et ils sont plutôt en haut. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant ces 3 premiers mois ? Alors, moi, je dirais même que la séquence, elle remonte à la fin au dernier trimestre de l'année précédente, où le marché a commencé à jouer un peu cette visibilité sur la fin de la hausse des taux aux États-Unis, et ça a un peu détendu les marchés. Donc, on a à la fois les marchés d'actions, les marchés des obligations d'entreprise qui se sont repris. Il y a eu un petit coup de mou vers Noël, et ensuite on est reparti. Et on arrive à un point haut qu'on cible à peu près vers début février, qui est ce moment où on est au pic de la crainte de voir les taux remonter jusqu'à 6%. Et là, on se dit que ça va vraiment impacter l'économie, qu'on va vraiment aller vers une récession profonde. Et là, ça s'est vraiment détendu. Et l'affaire des banques régionales américaines a aussi un autre impact. C'est qu'à travers l'octroi de crédit qui se réduit, eh bien, on se dit que ça va peut-être précipiter un peu l'entrée en récession. C'est une courroie de transmission essentielle pour l'économie américaine, les banques régionales. Surtout pour le tissu des petites entreprises, qui est comme en France le principal employeur, finalement, quand on regarde bien, puisque là, c'est la transmission directe sur les banques locales, sur les petites entreprises. Et donc, cette vue vers un ralentissement, en tout cas, qui allait s'accélérer, ça a détendu la partie, en tout cas toutes les parties courtes des taux d'intérêt. Et du coup, derrière, on entre dans une période de publication sur les résultats d'entreprise. Donc, on n'est plus sur la macro, mais cette fois sur la micro. Et on est, au moment où on se parle, à peu près 80-90% de publication. C'est en baisse, certes, c'est ce qu'on attendait, a une récession des profits, on s'attendait à des replis, mais c'est bien moins pire qu'attendu. En l'occurrence, c'est meilleur. C'est même meilleur. Voilà, c'est autour de -3 en Europe et aux États-Unis, c'est autour de -3, donc c'est moins pire qu'attendu. C'est un petit ralentissement des profits, mais là aussi, pourquoi les marchés, je reviens à la question de départ, pourquoi les marchés sont à ces niveaux-là, c'est qu'on a toujours cette polarisation autour de quelques entreprises qui ont plutôt très bien publié, donc les grandes tech américaines, parlons de la tech américaine, et qui ont très bien publié, et surtout qui ont annoncé des rachats d'actions massifs. On est maintenant sur 6 mois à presque 1 000 milliards de rachats d'actifs,
En clair, la société rachète ses propres actions. Oui. Donc c'est relatif pour l'actionnaire puisque vous avez le même rendement du dividende sur un nombre d'actions inférieur. Donc du coup, relatif créateur de valeur. Ça crée de la valeur instantanément. Et vous avez dans la séance une Facebook qui publie qui fait plus 12 instantanément. Voilà. Donc on est dans cette période où on a 6 valeurs en gros aux États-Unis qui font quasiment la performance du marché. Si vous enlevez ces 6 valeurs, le marché il ne fait rien, ni en valorisation, ni en performance depuis le début de l'année. Donc il y a cette polarisation. Alors en Europe, on a ASML dans les semi-conducteurs, les machines pour fabriquer les semi-conducteurs. En France, c'est LVMH, qui est extraordinaire en termes de vente. Avec là, pour le coup, une croissance qui ne se dément pas. Hein, là, pour le coup, c'était pas moins pire, c'était meilleur qu'attendu. C'était meilleur qu'attendu, tiré aussi par les États-Unis. Oui. Et donc, avec là aussi une réouverture en Chine qui va venir prendre le relais de ces excellents chiffres, puisque les voyages internationaux repartent en Chine. Donc là où la réouverture avait joué son rôle et on avait eu un rebond du marché chinois, maintenant on n'est plus dans la réouverture, on est vraiment dans la recovery, enfin la reprise de l'économie réelle par la consommation essentiellement et les services. Et on voit même les vols internationaux qui repartent. Et c'est un peu ce qu'on attend. Et c'est pour ça que le marché chinois a encore un petit peu de mal à s'exprimer, entre guillemets. Donc des performances, en fait, sur le début de l'année qui paraissent très un peu en trompe-l'œil quand je vous écoute. Un peu en trompe-l'œil, surtout qu'ils ne prennent pas encore en compte peut-être un ralentissement qui va peut-être s'accélérer aux États-Unis avec le ralentissement de l'octroi de crédit. Donc ça, il faut quand même être un peu prudent là-dessus. Je pense qu'on va en reparler avec Delphine. Et en même temps, et on avait accès, rappelez-vous, dès l'été dernier, les portefeuilles vers la recherche de rendement avec des obligations d'entreprise. Alors au début de courte durée de vie aux États-Unis, en Europe. Et on va vraiment chercher du rendement. Le mandat défensif, typiquement, on avait fait d'ailleurs une vidéo spécifique sur le mandat défensif. On a toujours un rendement embarqué qui n'est pas un rendement garanti, comme on dit, mais c'est la photographie du portefeuille aujourd'hui, et on essaie de le maintenir dans ces niveaux-là. On est à peu près à 5,5 de rendement embarqué. Alors, ça délivre dans l'année. Le rendement sur un portefeuille obligataire, c'est pas tout de suite. C'est pas comme un taux garanti sur un produit d'épargne très courte, parce que là, vous avez le taux, vous connaissez le taux tout de suite. Alors, il va aussi délivrer dans la durée, bien sûr, mais vous connaissez le taux tout de suite. Donc, on a vraiment axé les portefeuilles vers cette recherche de rendement. Et récemment, là aussi, parce qu'on a en vue quand même ce ralentissement malgré tout, les poches actions début avril ont été assez fortement repositionnées vers des biais de qualité. Donc des valeurs de qualité, c'est-à-dire avec des bonnes visibilités sur les cash flows, sur les résultats, sur l'activité, pas forcément des valeurs de croissance. Alors, on a des valeurs de croissance dans les valeurs de qualité, mais on va vraiment jouer la visibilité, la récurrence des résultats et sur des valeurs et des sociétés qui déjà ont très très bien performé en 2022, dans une année où on aurait pu avoir un crash monumental sur l'ensemble des chaînes de valeur à cause de la hausse des prix de l'énergie, la hausse de tous les coûts d'approvisionnement, les pénuries de puces. Et en fait, en basculant vers cette typologie de qualité, on essaye de viser un tout petit peu plus loin qu'un ralentissement qui va arriver. On n'a pas la date, on n'a pas la date précise. Que je puisse le noter sur mon calendrier. Et récession par récession, ce sont des débats sans fin. On va clairement ralentir, ça c'est sûr. Maintenant, on va vivre avec ce ralentissement parce qu'on a aussi des supports et des sociétés qui savent gérer cet environnement. Alors, on va ralentir, nous dit Olivier, et en même temps, je le disais, on est déjà bien engagé dans ce deuxième trimestre. Les banquiers centraux, ils ont parlé il n'y a pas si longtemps. On a eu droit à une hausse de taux, 25 points de base aux États-Unis, 25 points de base sur la zone euro. Et maintenant, on se dit clairement, même les banquiers centraux le disent, qu'on va vers une pause. Est-ce que c'est pas là finalement un signal positif? Est-ce que ralentir certes, mais est-ce qu'on ne serait pas finalement dans ce scénario rêvé de soft landing, d'atterrissage en douceur de l'économie qui nous ferait échapper à la récession tant aux États-Unis qu'en Europe? En tout cas, nos banquiers centraux ont envie d'y croire. Récemment, on a eu des messages dans ce sens de Jérôme Powell, Christine Lagarde, la Banque centrale anglaise également, qui a revu ses scénarios. Ils espèrent qu'on va éviter la récession parce que la désinflation est déjà bien embarquée, qu'ils ne veulent pas monter trop les taux pour ne pas corrompre le cycle économique. Cette désinflation, elle va quand même nécessiter un ralentissement. Il l'espère suffisamment doux
pour qu'on ne rentre pas dans une récession. Nous, notre sentiment, c'est qu'on va éviter une récession trop forte de type 2008. On ne va pas aller dans une dépression, on ne va pas avoir une contraction de la demande. Aujourd'hui, la demande de consommation est toujours très forte. Les gens ont un emploi. S'ils n'ont pas d'emploi, ils peuvent en trouver très facilement. Le marché de l'emploi est très dynamique. Ouais. Les salaires sont en augmentation. Ils commencent à rattraper l'inflation. Donc ça, y compris en Europe, d'ailleurs, Delphine, où on disait que c'était pas... En fait, les dernières statistiques tendent à montrer qu'aussi. Et en particulier pour les salaires réglementés, les bas salaires qui ont une tendance à consommer qui est un peu plus importante que les classes de salaires un peu plus élevés. Et donc ça c'est ce qui permettrait à la fois cette désinflation miraculeuse et ce soutien de la consommation qui tienne, un soft landing, comme ils aiment le rappeler, en tout cas le prêcher, on va dire. Le prêcher, c'est-à-dire qu'on éviterait une récession trop forte. Voilà, est-ce qu'on passe un peu en dessous de zéro en termes de croissance économique ou un petit peu au-dessus de zéro? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va devoir ralentir. Si on ne ralentit pas le cycle économique, il n'y aura pas la deuxième marche de désinflation où il faut revenir vers la cible. Ça veut dire que les banques centrales vont devoir rester l'arme au pied pendant plus longtemps. Delphine, que cette cible, on n'est pas sûr de la retrouver quand même. Cette cible d'inflation qu'on avait avant. Alors oui, on va mettre plus de temps à la retrouver. En tout cas, il faut l'engager quand je vous écoute. Et il faut se rapprocher vers cette cible. Pour maintenir leur crédibilité, les banques centrales nous disent que c'est toujours dans leur ligne de mire. Les 2%, ça ne bouge pas, ils n'en dérogeront pas. Mais c'est vrai que pour les finances publiques, pour l'économie et pour l'emploi, si on pouvait viser un 2-3% et ne pas être trop restrictif, c'est ça le scénario de soft landing qui est espéré. Un petit peu, peut-être, faire preuve de souplesse sur l'inflation cible. Quand j'écoute Delphine, finalement, l'environnement, il va rester peut-être dans cette marge que vous décriviez, Olivier. Est-ce que, en termes pour vous, d'allocation sur les différents mandats, finalement, est-ce qu'on ne continue pas comme ce qui a été fait depuis le début de l'année ? Alors c'est vrai que les performances finalement des différents mandats font un peu du surplace depuis début avril en fait, depuis la fin du trimestre. Parce que finalement on gagne par certains côtés, on engrange du rendement progressivement sur la partie obligataire. Sur les actions c'est un peu plus volatile, mais même si on accentue un peu le biais vers la qualité, en réalité pour l'instant ça ne décolle pas vraiment. Ouais. Voilà. Parce que cette hausse, vous l'avez dit, elle est finalement très concentrée. Très concentrée. Et on a l'impression que tout le marché monte, alors qu'en fait, quand on détaille, c'est vraiment concentré sur certaines valeurs. Exactement. Ouais. Et donc, pour l'instant, on reste... Alors, il faut rester prudemment investi. En clair, ça veut dire qu'on est toujours vers une forme de neutralité, peut-être même un tout petit peu en dessous de la neutralité. Mais il ne faut surtout pas être en dehors du marché. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le mouvement micro, c'est-à-dire les résultats des entreprises, sont assez puissants pour commencer à contrer un peu les effets macro qui ont été le principal facteur qui a touché les marchés après 2021. Donc, il faut quand même prendre en compte que les sociétés ont la capacité de réagir à cet environnement adverse. Donc, quand même rester investi sur la partie action, mais c'est sûr que c'est pour l'instant pas là qu'on va vraiment sortir la grand voile. Et sur la partie obligataire, et encore une fois, c'est un mouvement qu'on a commencé depuis. On est vraiment allé chercher le rendement parce qu'à ce moment-là, en plus, les rendements étaient extrêmement attractifs pour un risque qui, nous, en tout cas, nous paraissait relativement limité. Puisqu'en gestion active, c'est-à-dire qu'on délègue à des gérants vraiment qui sélectionnent les sociétés qui émettent des titres d'entreprise pour éviter les taux de défaut, pour éviter les sociétés qui n'arriveront pas à rembourser leurs dettes. Et donc, en allant sur cette typologie de classe d'actifs, en fait, on a vraiment commencé à engranger du rendement. Alors, ça va un peu moins vite maintenant, puisqu'on l'a aussi. C'est un peu comme l'inflation, on a fait la partie facile, j'ai envie de dire. Maintenant, on va être dans un mode un peu plus classique, mais avec des rendements bien supérieurs à ce qu'on a connu, même avant Covid, en fait, de toute la période où on avait des taux négatifs. Donc, on revient à des
je dirais, à des critères de marché qui sont un peu plus classiques, où le risque va être rémunéré. Il sera d'autant plus rémunéré qu'on prendra de risques. Donc ça, c'était plus vraiment le cas. Retour de l'orthodoxie financière. C'est un peu plus orthodoxe. On va s'habituer à vivre avec une croissance sur des régimes de croissance un peu plus faibles, des régimes d'inflation un peu plus élevés, des taux d'intérêt qui seront sans doute aussi un petit peu plus élevés qu'avant. Et des banques centrales qui sont à la manœuvre et qui n'hésiteront plus à sortir le martinet quand il le faudra. Sortir le martinet. En tout cas, moi, je retiens votre optimisme prudent pour ce premier trimestre et ce deuxième trimestre en cours. Vous reviendrez faire de toute façon le point avec nous en juillet pour ce deuxième trimestre. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.